That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Eh bien, déjà, je vous souhaite d'agréables vacances. Je crois que je ne l'ai pas encore dit dans les précédentes émissions, mais je sais qu'on est au mois d'août à ce moment-là, et puis la 14e émission ou la 15e, je ne sais plus, autour de la filmographie de Hong Sang-soo. Chaque année, avec Micro Ciné, chaque année, on essaye j'essaye d'explorer une filmographie d'un cinéaste important avec la contribution de collègues, d'amis, youtubeurs, youtubeuses, ou alors des gens qui travaillent sur des revues de cinéma en ligne. Et cette année, après avoir parlé de Fritz Lang il y a 2 ans, l'année dernière Godard, cette année c'est Hong Sang-soo. Et comme ce cinéaste est un cinéaste stakhanoviste, la configuration elle a complètement changé. Et je me suis dit, chaque émission, chaque film, une émission, un film, une émission, un invité ou une invitée. Aujourd'hui, 14e film, Aiwon et les hommes. Et pour nous en parler, quelqu'un qui est déjà venu sur la chaîne, Adam Ayas, le bûcheron du cinéma, et qui était venu avec Jules Melon, si je ne me trompe pas, pour nous parler de cette revue de cinéma qui est en ligne, mais qui est aussi en podcast audio, et qui est une revue de cinéma, et vous la connaissez, qui existe encore, et c'est tant mieux. On parlait de ça hors caméra, de la dernière vidéo en date. Là, on est le 17 juillet, où ils ont parlé, d'ailleurs, lui et Jules Melon, enfin Jules Melon et lui, pardon, de Horizon. Et je lui ai fait une petite confidence, mais je ne la dirai pas. Mais en tout cas, ça l'a bien fait rire. Voilà. Donc, merci beaucoup, Adam, d'être Ça là. restera en privé. Ça restera en privé. Comme dans un film de Hong Sang-soo, il y a un film comme ça de Hong Sang-soo, je crois que c'est Sonny, où chaque fois, il y a un des personnages qui dit à un autre oui, mais pourquoi tu ne me parles plus? Et l'autre lui dit, écoute, je vais te le dire, mais pas tout de suite. Et on ne sait jamais, hein, dans le film, on n'a jamais su pour quelle raison. Et il fait ça constamment. Donc voilà, là, tu vois, mais ça, c'est le Hong Sang-soo qui est en moi. Enfin, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de parler de ce film en particulier qui me tient à cœur dans la filmographie de Hong Sang-soo. Alors, film qui te tient, oui, effectivement, parce que tu l'as choisi, ce film-là. Donc, avant que tu nous expliques un petit peu ce choix, bah, moi, je suis très curieux de savoir un peu comment tu as croisé Hong Sang-soo. Et est-ce que, surtout, quand tu as vu le premier film d'Hong Sang-soo, est-ce que tu es rentré très vite dans cette ambiance-là, ou il t'a fallu du temps? Moi, Hong Sang-soo, je le découvre, je suis au lycée, et je le découvre justement avec Aiwon et les hommes. C'est par le biais, parce que je parlais de cinéma avec un bibliothécaire qui était aussi fan de cinéma, et voilà, il y avait dans mon lycée, moi, Saïdzi, c'est lycéen et apprenti au cinéma, et on parlait de ça. Le film de Hong Sang-soo n'était pas à cette programmation, mais on en parlait régulièrement. Et du coup, je le découvre comme à peu près la plupart des gens qui ont construit leur cinéphilie, c'est-à-dire légalement, pas légalement. Bref, c'est pas l'important du détail, mais je découvre un univers particulier parce que quand on est au lycée, on veut voir. Je découvre plus des films comme Fight Club, je découvre des films plus adolescents, mais bizarrement, ça match, lui et moi. On a un dialogue, on a une conversation avec ce film qui parle des doutes, de où est-ce qu'on se situe, finalement, face à notre père, face à nos parents, face à qui on veut être. Et je pense, en fait, je l'ai découvert au bon moment, ce film, parce que c'est un peu réducteur, mais finalement, un film, ça doit parler de nous aussi. Et il y a cette intimité qui s'est créée. Et après, j'ai découvert plusieurs de sa filmographie. Je ne les ai pas tous découverts parce qu'il en fait au moins 2-3 par an, et c'est assez compliqué de tous les voir. Mais j'en suis déjà, je crois, 14-15, donc ce qui est déjà un beau ratio, pas mal du tout pour sa filmographie. Oui. Pratiquement la moitié. Oh, oui, pratiquement. Il reste encore 3-4 films et tu arrives à la moitié. Oh, non, c'est très bien. Et voilà, c'est à peu près comme ça que le contact s'est créé entre lui et moi et sa filmo, quoi. C'est un film que tu as revu souvent, Aiwon et les hommes, ou tu ne l'as vu qu'une ou voire 2 fois? Je l'ai vu, je crois, 3 fois seulement, parce que c'est un film que en fait, j'ai pas cette tradition de revoir très souvent les films du patrimoine. Je les revois, des films que j'ai déjà vus, mais si je dois voir des films du patrimoine, j'essaie d'en découvrir des nouveaux pour étendre l'horizon, voilà.
Et pas, pas de mauvais jeu de mots, évidemment. Mais voilà. Mais c'est un film que je prends plaisir à découvrir. C'est pas qu'on pourrait dire, si on était de manière un peu vulgaire, le Ho Sang-soo préféré, mais j'ai une affinité particulière avec lui, donc c'est celui que j'ai le plus revu. C'est quand même, oui, Bien. oui, parce que en revoyant ce film pour préparer l'émission, j'avais oublié certains aspects. Ça reste, me concernant, quand même un film extrêmement étonnant sur plein d'aspects. Et alors, déjà, synopsis qu'on peut trouver sur Wikipédia ou le dossier de presse. Et puis ensuite, nous, on va déconstruire un petit peu ce synopsis. Alors voilà ce que ça dit. Aiwon, une jeune et belle étudiante métisse, partagée entre deux cultures, veut mettre fin à la liaison qu'elle entretient avec Seong-yoon, ancien réalisateur et l'un de ses professeurs à l'université. Ça, c'est un motif assez récurrent dans la filmographie de Hong Sang-soo, surtout dans les derniers films. La mère de Aiwon part s'installer au Canada et la laisse seule. Mélancolique, la jeune femme contacte à nouveau Seong-yoon. Le couple rencontre le soir même des étudiants dans un restaurant et leur relation jusque-là secrète est révélée au grand désarroi de la jeune femme. Oui, ça dit exactement quoi, ça dit deux, trois petites choses, mais on va aller beaucoup plus loin. Il y a deux événements dans ce film, au début et l'autre à la toute fin. Je crois que même c'est le dernier plan. Oui. On verra si on va divulguer ces deux événements, mais il est probable qu'on en parle. Oui. Mais juste à voir, pour toi, est-ce que ces deux événements, finalement, définissent un peu le film? Bah, les deux définissent un peu le film, c'est-à-dire qu'il y a cette notion, particulièrement dans le film, la notion en fait et je citerai même une chanson de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin qui Ah s'appelle bah Je voilà. t'aime moi non plus. Oui. Voilà, on y vient très rapidement. Je rentre vite fait dans le, dans le fond Bah, du je te sujet. laisse, développer même, tu peux, il n'y a pas de souci. Y a pas, en fait, justement, le début du film marque un rêve du coup de Ewan qui rencontre Jim Birkin et qui lui dit de la rejoindre quand si un jour elle vient en Europe. Je crois que c'est à Paris d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. J'ai pas revu le film depuis plusieurs mois, donc je rappelle à ma mémoire. Mais et c'est très important parce que il y a cette relation de la muse et du filmeur, même si le professeur est ancien réalisateur, motif très très récurrent chez lui. En plus, ses derniers films et son dernier qui est sorti, In Water, qui est un retour ultra fondamental à ça. Mais voilà. Et il y a notamment ça, Ewan qui veut devenir actrice. Et on sait que moi, Jane Birkin et Serge Gainsbourg liaient aussi une intimité, une liaison. Et je trouve ça curieux qu'il l'ait choisi. Et pour l'anecdote, il avait rencontré Jane Birkin, c'était parce qu'elle faisait un concert du coup à Séoul. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Elle a accepté du coup de faire le caméo dans le film. Et du coup, ça rajoute à cette lecture qui est ma foi fascinante. Et on sait que les deux personnages mènent une relation. Le personnage masculin est plus âgé, le personnage féminin est plus jeune, et il y a cette relation de vécu et non vécu, et voilà, d'une vie qui a déjà été un peu vécue et d'une vie qui n'a pas été très vécue, en tout cas qui lui reste à parcourir des choses. Et d'une relation qui va commencer à s'effriter parce qu'elle a besoin de renouer, parce que sa mère, du coup, part au Canada. Et du coup, il y a déjà, il y a deux relations avant même qu'elle commence. Parce qu'on dit, le titre, c'est Ewan et les hommes, mais on pourrait le traduire, normalement, si on traduit littéralement, c'est Ewan, la fille de personne. Normalement, c'est ça la traduction littérale du film. Et c'est un symbole qui est assez fort, c'est-à-dire qu'elle doit construire sa vie. Et vu que dans le film, elle doit essayer de s'émanciper de quelque chose, de grandir, de vouloir aller autre part, et qu'elle est bloquée dans cette ville. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui reviennent, beaucoup de situations qui reviennent aussi dans le film. Parce que je trouve que le film a une forme particulière, même si on garde l'épuration de Ho Sang-soo, je trouve qu'il y a une forme de répétition, de boucle, qui est très étonnant dans le film. Et voilà. En tout cas, je trouve que déjà l'apparition de Jane Birkin, ça en donne déjà une dimension de muse et du filmeur
avant même qu'on ait la première rencontre entre les deux personnages, avant qu'ils reprennent contact. Et il y a la fin du film où on en parlera plus tard de la fin, Ouais. de la fin du film. Mais voilà, déjà pour les premières prémices, c'est un peu ça. Et on sait que Oh Sang-soo traite un peu des problèmes intimes de ses personnages, des maladies aussi, des maladies qu'elles soient beaucoup plus physiques ou beaucoup plus mentales. Là ici, c'est la maladie d'être seul, la maladie d'amour, si on peut le dire comme ça, du je t'aime moi non plus. Et il y a tout ça qui se crée, cette relation qui est d'abord secrète, puis après qui va être révélée autour d'un repas mêlant alcool, cigarettes, parce que Oh Sang-soo aime beaucoup filmer les personnages qui fument des cigarettes, parce que c'est aussi un mal-être qu'ils ont besoin d'éjecter. Et Won, ce qui est très intéressant, c'est que on dit souvent qu'O Sang-soo est le cinéaste du fixe. Il fait beaucoup de plans fixes, il fait des films où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et moi, je dirais que c'est le contraire. C'est un cinéaste qui parle beaucoup du mouvement. Ces personnages ont besoin constamment d'être en mouvement. Aewon qui a besoin de partir, et que si elle reste en place, il y a quelque chose d'instable qui se crée et d'un mal-être qui se crée. Voilà. C'est à peu près les raisons. Tu parlais un moment d'un aspect tu parlais du titre, de la traduction littérale du titre. Est-ce que dans ce film, il y a, via Oh Sang-soo, un véritable questionnement sur l'identité, à savoir, est-ce que cette femme, Aewon, finalement, se recherche continuellement à partir du moment où sa mère décide de la laisser et de partir au Canada? Est-ce que le film, c'est ça surtout? Pour moi, oui, parce que ça, en fait, c'est la jeunesse est un besoin. Je dis la jeunesse comme si j'étais âgé, alors que bon, je suis pas très âgé non plus. Mais il y a cette question identitaire, pardon, parce que sa mère, elle part au Canada. Il y a tout ce parcours où à la fois elle revient vers ce réalisateur, mais à la fois professeur aussi d'université, et en même temps elle doit s'en émanciper. En fait, c'est une recherche identitaire d'une vie qui doit être vécue ailleurs, qui doit partir et s'émanciper, parce qu'à un moment on doit aussi un peu comment dirait couper le cordon à ce qui nous lie avec notre passé. C'est peut-être en quelque sorte, si on l'appelle la fille de personne, c'est surtout que si après elle prend son envol, elle s'émancipe, il y a un pacte peut-être entre la vie et la mort qui peut être créé aussi. C'est-à-dire une ancienne vie elle-même, finalement pour mourir avec justement ce plan final, cette relation qui meurt, où voilà, c'est le plan final, c'est ils s'assient sur un banc et ils se regardent pas et ils se parlent entre eux. Et c'est quelque chose de l'acte de la mort. Et même, je citerai d'un article qui avait été consacré au film sur Débordement par Romain Lefebvre, qui disait que c'était un pacte faustien. Bien sûr, il n'y a pas forcément une notion de fantastique, même si le rêve au début est un peu Oh Sang-soo, il y a toujours quelque chose un peu de fantastique, quelque chose qui sont un peu. Mais il y a ce pacte entre la vie et la mort. Donc, la vie, une ancienne vie auquel on doit se détacher, on doit passer par la mort de celle-ci, pouvoir s'émanciper et partir. Et du coup, se détacher de ça et devenir la fille de personne, ça serait en fait marquer un nouveau départ. Et Won devient vraiment la femme qu'elle veut être. Elle n'est plus entravée par sa vie qu'elle mène actuellement et qu'elle tourne très régulièrement en boucle. Elle passe souvent à travers des cafés, des parcs. Oh Sang-soo insiste bien là-dessus, notamment dans sa mise en scène. D'abord, il fait souvent... c'est un découpage plan large, puis après il resserre sur les personnages qui
se déplace, mais à la fois qui reste figé par les rotations qu'il mène. Et voilà, c'est un personnage qui doit partir, s'émanciper. Et doit plus dire, en fait, je t'aime, mais je ne t'aime plus parce que je dois partir. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est que j'ai l'impression que rares sont les films de Hong Sang-soo où ça questionne aussi la société sud-coréenne de manière frontale, hein, j'entends bien. Et là, on a quand même l'histoire d'une jeune femme étudiante qui est très amoureuse de son professeur, qui lui-même est marié. Puis il y a le rapport au mariage, le rapport au sacrement, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, c'est comme ça que c'est dit dans le film. Et je trouve que on est plus dans la sociologie. Il y a quelque chose de très intéressant de la part d'Hong Sang-soo d'en faire un motif narratif pour le coup. Ce rapport à la société sud-coréenne, on est vraiment, il la questionne frontalement là pour le coup. J'ai cette sensation. Bah, c'est notamment, bah, comme tu l'as dit, il y a notamment toute cette relation secrète avec ce professeur qui est marié, qui a notamment des enfants, si je ne me trompe pas. Et il y a du coup en fait ce secret qui doit être maintenu parce que c'est un peu ces relations qu'on ne doit pas avoir, ces relations qui ne doivent pas être divulgachées. Et il y a du coup ce rapport au sacré, comme on dirait, parce qu'on sait que la société sud-coréenne, c'est une société qui est très axée sur le travail, sur la famille, et sur la place qu'on doit se mettre dans cette société-là, sinon on n'est pas assez inclus, on n'est pas à l'image du coup de cette de cette Corée. Et justement, Ewon aussi fait une figure un peu à part, parce que c'est un personnage qui se cherche, qui est empli de doutes, mais qui justement, en fait, comme je le disais, qui avait besoin de partir. Et je pense aussi qu'il questionne la place à travers du coup Ewon qui est encore en recherche d'elle-même. Et finalement aussi, est-ce qu'elle veut appartenir à ça? Mais du coup, déjà, elle n'en appartient pas vraiment parce qu'elle mène une relation avec quelqu'un qui est déjà plus âgé et qui a déjà une famille. Donc, il y a est-ce que finalement, mais on sait que cette relation va l'amener à la faire souffrir elle et lui. Donc, est-ce que c'est moi, c'est la question que je me pose parce que j'ai pas l'intime réponse. Ouais. C'est est-ce que du coup, finalement, ça finit par le payer? Est-ce que pour s'intégrer forcément à cette société sud-coréenne, est-ce qu'on doit se figer, se mettre des cadres, rester à une place? Ou est-ce que finalement, est-ce qu'il est bien aussi de partir? Parce que la fin du film laisse un peu cette ambiguïté-là pour moi. Parce qu'à la fois, ça lui donne quelque chose de libérateur de partir. Et finalement, on sent que la jeunesse avait besoin de dire les vérités. Mais en même temps, le personnage du professeur est plus brisé par ça, d'ailleurs. C'est même lui en fait qui s'y attend le moins et c'est elle qui en a le plus besoin. C'est parce que lui il est déjà placé et il mène un peu à côté le truc. Donc c'est peut-être aussi l'idée que d'une jeunesse dont la vie est peut-être déjà tracée, parce qu'il doit mener. Il y a aussi une question d'études. On sait que tous les jeunes ensuite, c'est pas le sujet du film, mais doivent aussi par exemple faire l'armée. Aussi, ils doivent tous s'engager à faire l'armée. Et du coup, il y a cette place stricte des codes très réglementés. C'est une société qui est très réglementée. Et finalement, peut-être besoin de bouleverser un peu tout ça. C'est tout ça. Et même d'ailleurs, ça m'avait rappelé Walk Up, du coup, son film qui était sorti avant, In the Water, qui avait aussi qui avait un conflit entre du coup un père et sa fille. Et que du coup, là, le point de vue n'était plus du côté de l'enfant, mais du coup du parent, et qui voyait du coup une place un peu plus stricte, carrée. Parce que d'ailleurs, la première scène dans Walk Up, c'est justement la visite d'un appartement, du coup de cet appartement en spirale. C'est ça. Et il y a tout ça, et elle-même ne sait pas où se placer non plus. Donc il y a un petit parallèle que je tisse qui est assez. Même si les films sont
sont quand même, il y a beaucoup de choses qui les séparent quand même, parce que si ces thèmes reviennent, on en parlait un petit peu en privé de manière un peu rigolote, mais ils parlent toujours un peu de la même chose, mais à la fois pas du tout, parce qu'il renouvelle ça, et je pense que c'est peut-être la fois où il a attaqué, pas attaqué, mais en tout cas parlé frontalement du coup, ouais, de la société sud-coréenne, quoi, et de la place que la jeunesse doit avoir dans tout ça. Pourquoi selon toi, effectivement, tu viens de l'esquisser ça, il y a une forme que les scènes sont filmées de manière répétitive dans le film. Ça voudrait dire quoi exactement? Est-ce que c'est lié à une forme de spiritualité, je dis ça comme ça, ou d'un songe? C'est parce que tout ça, je balance tout ça finalement, c'est un rêve, à la fin, le dernier plan, on voit Haewon qui se réveille, et en fait, tout ça était Oui. un rêve, on en parlera après. Comment on peut l'expliquer dans ce film-là, cette répétition des choses? Bah, c'est, justement, en fait, aussi, on parlait un peu d'une dimension qui est fantastique, mais qui est pas tellement fantastique, non plus. C'est une notion de place, de rêve, parce que justement, vu que en fait, quand on rêve, on a une notion qui est un peu plus, fragmentée, un peu plus disparte et qui est un peu plus, éclatée, et il y a un peu de ça dans le film, même si on suit une narration qui est assez claire et compréhensible, mais il y a ces scènes qui se répètent. Il y a une obsession, parce que les rêves aussi sont nés d'obsession, de besoin, de doute, de ça. Et elle-même, en fait, il y a cette notion voilà, que ces personnages, ils tournent en rond, ils visitent les mêmes lieux, ils savent plus où se placer, ils savent plus où ils en sont dans leur propre vie. Et du coup, et à chaque fois, les personnages doivent aussi revenir, notamment, d'où la relation entre Ewan et son professeur qui se renoue, mais à la fois pas du tout, parce qu'elle-même a besoin d'une rattache après que la mère maternelle soit partie. La relation, qui était vitale pour elle, parce qu'elle avait besoin de se raccrocher à une valeur, d'une personne, avec une vie déjà un peu entamée. C'est, ce serait peut-être, le Combré de Proust, finalement, d'une œuvre un peu proustienne, mais même si on n'est pas dans la notion du rêve de Proust, mais il y a une notion de la place, ouais, voilà, de la place et du boucle, de la boucle, parce que le rêve aussi, c'est quelque chose qui nous obsède, qui a une notion d'obsession aussi. Et d'ailleurs, d'où se réveille, il y a la bibliothèque qui est fascinant, et qu'il y a, ce truc de, est-ce que finalement elle va elle aussi partir ou rester, du coup, dans son rêve, quoi. Tu parlais à un moment des lieux récurrents pendant la conversation. Il y a aussi, un travail qui est fait sur les décors, voire même les monuments historiques. Tu nous parlais de l'avant-dernier plan. On est dans ce genre de configuration filmique. Ça traduit quoi exactement selon toi, ça, cette récurrence de lieux et puis surtout le fait qu'il y ait comme ça de temps en temps des monuments historiques? La place des monuments historiques, c'est aussi pour marquer la place, je dirais pas forcément de ces personnages, mais de la place, qui est ancrée du coup dans la société sud-coréenne. Est-ce que c'est lié notamment à la religion? Ça, c'est oui et non, parce que le personnage est émancipé, ne voue pas une idée particulière à la religion, mais aussi monument historique, par rapport à l'histoire de la Corée, à l'histoire qu'elle s'est forgée, à l'histoire qu'elle s'est créée, et du coup, d'où ces places, préexistantes, ancrées, et il y a un peu de tout ça. J'avoue que je suis pas, voilà, je fais une confidence, je suis pas spécialiste de la Corée et de ses monuments, mais ils sont assez distincts, et Oh Sang-soo prête une attention particulière à ça. Est-ce que finalement, c'est peut-être aussi, est-ce que le personnage va continuer à écrire l'histoire de la Corée du Sud telle qu'elle est ancrée, du coup, quand le film sort en 2013, mais encore aujourd'hui, hein, parce que Ball Cup aussi renoue un peu, il n'y a pas de monument historique, mais renoue avec la conflictualité entre le parent et l'enfant, qui est aussi une notion universelle, mais en Corée, on sait que c'est une notion, si on la met dans la société sud-coréenne, il y a quelque chose qui leur appartient réellement à eux.
Ou est-ce que, du coup, elle s'émancipe de tout ça après la fin de son rêve? Ça, c'est une question qui... Est-ce qu'il y aurait un lien aussi avec le fait qu'elle soit métisse? Parce que sûrement aussi, parce que c'est un personnage qui ne sait pas où se placer. C'est déjà, elle a deux origines. D'où le fait que son idole qu'elle rencontre, ce soit Jane Birkin, qu'on sait de base qu'elle était britannique et que après elle est venue en France. Et il y a cette notion-là de ne pas savoir où est sa place quand on a deux origines identitaires. C'est pas évident de se placer. Elle qui est à côté, à la marge de la société sud-coréenne. Et c'est une notion aussi de... Est-ce que finalement aussi ce sont des personnes métisses, des personnes avec des origines différentes qui peuvent aussi écrire l'histoire de la Corée à leur manière, ou alors s'émanciper de tout ça et partir vers une autre racine qui leur appartient plus, une autre histoire qui leur appartiendrait à eux, quoi, finalement. Aussi. A1 et les hommes, c'est le 14e film de Hong Sang-soo, qui est disponible d'ailleurs en DVD ou sur des plateformes VOD. Le film est un rêve, c'est un rêve. Et un rêve qui dure à peu près 89 minutes. C'est un rêve. Et donc, et en même temps, il est troublant ce rêve quand on le sait, parce que le film conserve, le rythme du film est le rythme d'un film qui pourrait raconter le réel aussi. Et quand on voit que c'est un rêve, on est extrêmement surpris par cela. Je connais certaines personnes autour de moi qui n'étaient pas forcément très contentes de voir qu'il s'agissait d'un rêve. Ils trouvaient que c'était de l'esbrouf, un exercice de style. Mais moi, ce qui m'intéresse de discuter avec toi, c'est ça, c'est le rapport, c'est le rythme qu'il a et il en vient finalement à faire cohabiter tout ça. Rêve, réalité, c'est la même chose finalement. Tout ça, c'est la même chose. Est-ce que c'est vraiment ça, selon toi? Je pense qu'on sait que Hong Sang-soo est souvent déjà catégorisé comme comme on l'a dit, un cinéaste qui se répète, qui a les mêmes motifs en boucle, qui a une notion de la mise en scène que, si on veut être vulgaire, qui est un peu toujours la même. C'est vraiment vulgaire parce que je trouve que Hong Sang-soo est un cinéaste qui arrive à totalement se démarquer par rapport à ses thèmes de prédilection et à nous proposer à chaque fois quelque chose qui est différent. Rien que déjà, A1 et les hommes, c'est un rêve au complet jusqu'à sa toute fin. Et ça, c'est une notion qui est très intéressante parce qu'il prend aussi sa forme habituelle. Donc, ce qui est très troublant, ce qui est aussi qui nous met à la fois dans une zone de confort, et du coup, quand on a du coup cette révélation finale, ça saute un peu aux yeux, parce que la première fois et ça aussi j'étais fasciné là, c'était la toute première fois que quand je l'avais vu, c'est que déjà rêve et réalité, il y a une notion qui est complémentaire pour, je pense, au Sang-soo. Il y a une notion qui est complémentaire parce que nos rêves peuvent être aussi issus de nos vies, même si on a la notion de rêve quand on s'endort, mais aussi la notion de rêve de ce qu'on veut accomplir. Ewon veut devenir actrice, elle veut partir loin, elle veut s'émanciper aussi. Donc il y a toujours des notions, les deux notions de rêve qu'on attribue généralement à ce même dominatif de nom. Et il y a cette réalité qui ancre très bien, du coup, les monuments historiques, justement les lieux dans lesquels déambulent les personnages et que Hong Sang-soo prend le temps de filmer, de très détaillé, parce que généralement, en plus, le rêve, si on tente de raconter un rêve et qu'on tente l'expérience de raconter un rêve, si on s'en rappelle, soit on peut s'en rappeler assez bien, mais généralement les détails sont un peu flous. Je pourrais pas dire, par exemple, si je rêve à l'intérieur d'une maison, exactement où est le pot de fleurs qui est placé, par exemple. Et ben là, au Sang-soo, il fait totalement l'inverse, et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'il prend son temps pour écrire ses décors, pour écrire du coup ce personnage à travers son rêve. Et je pense que c'est pas juste une esbrouffe, un exercice de style, mais qui reste très, très fascinant. C'est-à-dire, l'exercice de style, c'est du coup, si
le rêve, oui, on peut l'écrire de manière assez tordue, assez éclatée, mais si finalement on le prend comme moi je le prendrais comme un film normal, c'est pas, Hmm. on aurait exactement une forme de film qui est un peu différent. Et Walk Up aussi, il y a cette notion dans la troisième partie, le tout dernier étage du coup de l'immeuble, qui est aussi un peu, on ne sait plus où est-ce qu'on est, on ne sait plus où est-ce qu'on se situe, et le personnage aussi commence à être empli de doutes, comme toujours chez Osangso, et il va se mettre à fumer des cigarettes, voilà quoi, et à boire de l'alcool aussi. Et même ces scènes, il les étire. La scène du bar où quand Ewan et son professeur rencontrent les étudiants et qu'après le malaise s'installe, il y a tout ça. C'est des scènes qui durent. C'est des scènes qui sont emplies de dialogue où il parle beaucoup pour la fois dire tout et pas grand-chose. Parce que c'est ça qui est bien aussi avec Osangso, c'est qu'il parle beaucoup à la fois. C'est des dialogues qui pourraient être qu'on pourrait écourter, mais c'est ça aussi. Parce que la vie, c'est de tout et rien dire à la fois. Donc, c'est pour ça qu'il adopte sa forme classique pour aborder le rêve. Et c'est un exercice déjà de style qui est fascinant, et de deux, qui nous place nous-mêmes en tant qu'individus, et que aussi de la notion de nos rêves, finalement, est-ce qu'elles peuvent soit être juste des chimères des chimères, un but qu'on veut atteindre, qu'on s'est juste fixé dans nos rêves quand on dort ou juste quand on se les imagine, ou alors est-ce que ça peut être aussi des objectifs qu'on peut atteindre? Voilà. Parce que c'est aussi un film d'objectifs et de volonté d'émancipation, et je pense que euh, je suis pas là pour dire quel film de Sang-soo est plus facile ou pas facile, mais je pense que si le film m'a marqué quand j'étais au lycée, c'est parce que je me reconnaissais un peu en cette jeune Ewon, à savoir où est-ce que j'étais, où est-ce que j'étais pas, Hmm. moi-même à vouloir faire des films, ou à rêver de vouloir en faire. C'est aussi ça, même si elle veut devenir actrice, mais on a cette notion de cinéma aussi qui revient beaucoup chez lui, de réalisateur, de tout ça, quoi. Avec le recul, je rappelle, on parle donc du film A1 et les hommes, qui est un film de 2013, pardon, qui dure 90 minutes, un film de Hong Sang-soo, son 14e. Avec le recul aujourd'hui, peut-être que tu en as déjà parlé d'ailleurs pendant l'émission, mais quel serait l'aspect qui vraiment t'intéresse dans ce film? Je pense que plus que par rapport à un autre, ça serait du coup là où j'en parlais, c'est peut-être, même s'il a une forme de narration qui est un peu différente que d'habitude chez lui, de cette notion de rêve qui est littéralement l'idée d'un concept, c'est-à-dire on va raconter l'histoire de cette jeune femme au moment de son doute à travers son rêve, mais je pense qu'il y a une notion aussi qui est peut-être d'accessibilité, peut-être dans son cinéma. Peut-être sûrement beaucoup seraient pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus accessible que d'autres de Sang-soo. Je dis pas, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses films très épurés, même au fur et à mesure du temps, qui était déjà un cinéaste épuré et continue de plus en plus à s'épurer, même si Underwater était un exercice de style très fascinant. Et c'est parce que je pense par l'universalité de son personnage, parce que je pense que peut-être des personnes se questionnent sur s'ils ont une double nationalité, s'ils ont un rêve que peut-être d'autres ne comprennent pas, ou juste le doute à la fois de la fin de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. C'est des notions qu'on traverse tous en Europe, en tout cas en Occident. Et il y a ouais, cette notion d'accessibilité, je pense, et c'est ça que je retiens de Ewan et les hommes, c'est quelque chose finalement qui est très universel, c'est-à-dire Eko Sang-soo, c'est si bien traité d'une manière qui lui appartient et qui lui est propre, en tout cas là, dans ce film-là, d'une notion universelle qui est l'amour qu'on porte à quelqu'un, et l'amour vraiment amoureux, quoi. Et aussi du coup de grandir et d'atteindre ou non ses rêves, ou est-ce qu'on va accéder à un nouveau stade de notre vie et de notre existence. Ewan et les hommes, 14e film de Hong Sang-soo, c'était Monsieur le bûcheron du cinéma qui, je rappelle, officie, déjà il a sa propre chaîne YouTube, mais il officie surtout au sein de la revue
la 7e Illusion, qui est un collectif de youtubeurs, en tout cas de cinéphiles, qui questionnent le cinéma. Merci beaucoup, Adam, d'être venu nous parler de ce film étonnant. Si vous avez l'occasion de le voir, tous les 11 sont dessous, il faut les revoir ou les voir. Et voilà, donc c'est toujours la même phrase, mais je le dis, regardez-le. En plus, tous les films de Hong Sang-soo sont disponibles, ce qui est assez extraordinaire. Merci à toi, Adam, et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.